Bonjour à tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui des acides gras, avec notamment une chose importante, c'est la fameuse balance oméga 6, oméga 3, qui est bien sûr fondamentale pour notre fonctionnement parfait de l'organisme. On commence par les acides gras, faire un petit retour, puisque c'est fondamental, les lipides. L'élément de base des lipides, ce sont les acides gras. Il faut savoir que ces acides gras vont être utilisés par notre organisme, que ces acides gras, ce sont des chaînes de carbone, tout simplement. Et quand on regarde un petit peu l'intérêt d'avoir des acides gras, on va parler un petit peu des triglycérides et on va parler des phospholipides. Alors, un sont appelés des lipides dits simples, même s'ils ne sont pas si simples que ça. On a des acides gras et du glycérol. Et quand on regarde les phospholipides, on a toujours des acides gras, mais on va avoir du glycérol et un groupement phosphate. Et bien sûr, ces éléments sont fondamentaux parce que quand nous mangeons finalement des aliments, nous avons deux types de formes de lipides absorbés. C'est la forme triglycéride et c'est la forme phospholipide. La plus conventionnelle et classique, ce sont les triglycérides. On va le trouver bien sûr dans l'huile de poisson, dans les huiles végétales, dans les huiles de microalgues. Mais par contre, la caractéristique de l'huile de krill, qui est la nourriture finalement des baleines, c'est que ça contient des phospholipides. Et ces phospholipides, c'est la forme finalement intéressante pour le cerveau, mais c'est aussi une forme absorbée. Contrairement à des lipides qui vont être sous forme éthylester, là on n'en a pas, ça ne fait pas partie de l'alimentation. Il y a un médicament qui est sorti, mais on n'en parle plus maintenant, qui est un éthylester, et lui, il n'est pas tout à fait bien absorbé parce que justement, ce n'est pas la forme classique, absorbable, naturelle des lipides. Donc, forme triglycéride, forme phospholipide, à concevoir, mais vous allez voir qu'après, dans notre vie de tous les jours, nous avons surtout des formes triglycérides que nous mangeons. Là, les acides gras. Donc, on a une convention biochimique. Ces acides gras, je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des chaînes de carbone, et ces chaînes de carbone, paires, ce sont le nombre pair de chaînes de carbone. On va avoir des saturés, des insaturés, des monoinsaturés, des polyinsaturés, des acides gras à chaîne courte, à chaîne moyenne et à chaîne longue et très longue. Donc, longueur de chaîne est fondamentale. Deuxièmement, pour la classification et de la convention, c'est le double liaison. On voit C18, il y a 18 atomes de carbone et il y a deux doubles liaisons. Ensuite, il y a la position de la double liaison, donc il y a plein d'écritures particulières. On a des virgules, on a des points de virgule, on a des deltas, on a le N-6 ou les oméga 6. Donc, on voit que la convention, c'est la même chose, c'est une écriture biochimique. On voit parfois sur des textes des points-virgules, des deltas, des N ou des oméga. C'est exactement la même chose. On va le voir plus loin puisque les oméga 6, ça veut dire que ça commence sur le 6e atome de carbone, mais ça ne donne pas le nombre de double liaisons. Si, c'est 18, 3. Donc là, c'est 2, 9 et 12. Donc on l'a en 9 et 12. Hein, et bien évidemment, c'est choquant parce qu'on dit 9 et 12, non, parce qu'on part à l'envers. La biochimie, c'est penser que la biochimie, elle a été faite pour se compliquer la vie. Et donc, pourquoi commencer d'un côté par le nombre de carbone et finir pour les oméga? Ben, c'est comme ça, c'est une convention. Ensuite, le dernier point, c'est dans l'espace, la présence. Il faut se rappeler qu'une double liaison est un petit peu un amortisseur, donc ça permet de créer une espèce d'angle droit. Seulement l'angle droit, il peut être en bas ou en haut, c'est-à-dire à droite ou à gauche, c'est-à-dire en cis ou en trans. Et donc on a là, on voit apparaître la notion de ces fameux acides gras trans qui ne sont pas si bénéfiques que ça. Donc voilà la classification. Saturés, en général, c'est des chaînes courtes, voire moyennes. Et dans les insaturés, on a monoinsaturés, on en a deux, les oméga 7 et les oméga 9 classiques. Et dans les polyinsaturés, on va avoir les oméga 6 et les oméga 3 conventionnels. On va commencer par les monoinsaturés. Alors, monoinsaturés, c'est l'acide oléique. C'est classique oméga 9. C'est bien sûr tiré de l'huile d'olive, mais il y a d'autres aliments, par exemple l'avocat, l'amande, les noisettes, la noix de macadamia, le cajou, le brésil, l'arachide, contiennent des oméga 9. Mais la quantité, on le verra après, va dépendre bien sûr de la qualité de l'aliment.
On dit que les effets retrouvés pour l'acide oléique, c'est un hypocholestérolémiant et un antiathérogène. Je mettrai un bémol parce que maintenant, on sait que c'est plutôt ce qu'on appelle les insaponifiables, c'est-à-dire finalement les polyphénols, les bioactifs naturels de l'huile, qui va avoir des vertus intéressantes, et non pas que l'acide oméga 9. L'oméga 9 est désintéressante, puisqu'il n'y a qu'une double liaison, mono-insaturée, ce qui va lui qualifier finalement un intérêt majeur, c'est qu'elle va être peut-être moins agressible, moins sensible à l'agression. Donc, on aura moins d'agression potentiellement par la lumière ou voire la chaleur. Hein, mais il faut se rappeler que les qualités santé de l'huile d'olive sont plutôt liées à sa couleur qu'à l'huile, puisque l'huile est transparente normalement. Hein, donc, c'est ce jaune et ce jaune vert que l'on va avoir dans ces différentes huiles qui ont un intérêt. C'est le propre de tous les acides gras. On oublie que finalement, et on fait souvent l'amalgame, acide gras non insaturé, l'acide oléique, c'est l'huile d'olive. Non, l'acide oléique, on va le voir après, l'huile d'olive ne contient pas que de l'acide oléique. Ça serait beaucoup trop simple. Et maintenant, on va arriver aux acides gras polyinsaturés, puisque le thème de la journée, de la présentation d'aujourd'hui, c'est finalement la balance oméga 6, oméga 3. C'est l'intérêt d'avoir ces acides gras polyinsaturés et l'intérêt de cet équilibre. On en a deux dits essentiels. Pourquoi essentiels? Parce que nous n'avons pas la capacité, nous humains, de les fabriquer. Donc, il faut impérativement que nous puissions les apporter. Et après, nous sommes capables, par nos enzymes, bon, nos désaturases, par nos élongases, de transformer ces acides gras dits essentiels en acides gras, on va dire fondamentaux, parce que les oméga 6 et l'oméga 3, l'acide alpha-linolénique et l'acide linoléique n'ont aucun intérêt, véritablement. Mais c'est leurs dérivés complexes qui vont avoir un intérêt majeur, on le verra après. Donc, N-6 oméga 6, N-3 oméga 3, ils ont une double liaison située respectivement au 6e atome de carbone et 3e atome de carbone à partir de l'extrémité CH3, méthyle et pas le COOH. Hein, c'est pour ça que tout à l'heure, pour bien embrouiller, on a vu 9-12, alors que ce n'est pas le 6, eh bien si, parce que ça part de l'autre côté, bien évidemment. Les deux lignées sont représentées par le linoléique et l'alpha-linolénique, qui sont les chefs de file des acides gras dits essentiels. Je vous rappelle que, bien sûr, qu'à partir d'un C18, un N-9 appelé acide oléique, nous avons la capacité chimique, pas du biochimique, j'ai dit chimique, par l'industrie, de transformer cet acide C18 1N-9, qui est l'acide oléique, en C18 2N-6 ou C18 2N-3, c'est-à-dire 3N-3, puisqu'il y en a un de plus, c'est-à-dire les oméga 6 et les oméga 3. Sauf que nous n'avons pas ces enzymes. Entre parenthèses, il y a deux animaux connus qui ont la capacité de les transformer, c'est l'oie et le canard. D'où l'intérêt de manger du foie gras et du foie de gras de canard et d'oie, parce qu'on leur donne des oméga 6, du maïs, et ils sont capables de transformer ces oméga 6 en oméga 3. Donc, un intérêt intéressant. Donc, voilà l'image chimique de finalement l'acide linoléique et l'acide alpha-linolénique, le 18,2N-6 ou 18,3N-3. On voit que, et la différence est infime, hein, on a une double liaison de plus. Alors, on a dire, c'est un peu une blague cette histoire-là, c'est quand même la même chose, hein, franchement. Mais non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais c'est absolument rien à voir. Et pourtant, en allant très vite, on peut passer à côté. Hein, et là, on voit qu'on a tout simplement une double liaison de plus au niveau de la position 3. Donc, c'est l'acide alpha-linolénique en bas, et l'acide linoléique en haut. Les essentiels, pourquoi? Et je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils ne peuvent pas être fabriqués par l'organisme. Par contre, ils sont indispensables à la synthèse du reste, notamment l'acide arachidonique, entre autres, mais aussi tous les acides gras de type longue chaîne. Et il faut se rappeler que l'acide arachidonique va être précurseur de prostaglandine et de leucotriène, c'est ce qu'on appelle les eicosanoïdes. Et ces substances sont fondamentales pour le fonctionnement
de notre organisme. Nous y reviendrons. Donc, les acides gras polyinsaturés essentiels sont fabriqués par les plantes, synthétisés par les plantes, mais pas du tout par les animaux. Donc, c'est le monde végétal. Sauf que nous sommes peut-être des belles plantes, mais nous ne sommes pas des végétaux. Donc, nous n'avons besoin que des acides gras à longue chaîne. Donc, même si on n'apporte pas ces acides gras essentiels, si on avait la possibilité de spontanément inventer, créer des acides gras à longue chaîne, il n'y aurait pas de souci. Mais il faut partir du monde végétal pour arriver vers le monde animal. C'est pour ça que nous sommes, nous particulièrement, des omnivores, c'est-à-dire que nous tout manger, du végétal et de l'animal. Donc l'intérêt, ce sont les huiles végétales. Dans le règne végétal, les désaturases qui vont créer des doubles liaisons sont, à partir d'un certain nombre d'atomes de carbone, ne seront présents que dans le monde végétal. Et après, nous allons avoir des désaturases qui pourront rajouter des doubles liaisons à ces acides gras dits essentiels. Voilà d'ailleurs un tableau qui reprend un petit peu. On voit qu'oméga 6, oméga 3, linolénique et alpha-linoléique, non, alpha-linolénique et linoléique, je le disais à l'envers, on est dans le monde végétal. On a le tournesol, le pépin de raisin, le maïs, le soja, arachide a été rajouté avec erreur, à mon avis, à animaux d'élevage, parce que potentiellement, il y en a un tout petit peu, mais c'est surtout dans le monde végétal que nous allons l'avoir. Et d'ailleurs, de l'autre côté, c'est le colza, le noix, le lin, le pourpier, la cameline, et plutôt animaux sauvages, pour leur alimentation plutôt, mais la part est très faible, je vous le redis. Ensuite, lorsqu'on va avoir des désaturases des longues glaces, que nous verrons plus loin, le côté oméga 6 fondamental, on aura le DGLA ou dihomogamma-linolénique, qui est fondamental, très intéressant, vous allez le voir parce que c'est un anti-inflammatoire. Et là, on va le retrouver dans le bourrache à l'onagre ou le pépin de cassis. Cette DGLA va être transformée en acide arachidonique. Et là, on est dans le monde animal, puisqu'on va le retrouver, hélas, dans notre alimentation classique et basique, viande, œufs, abats et produits laitiers. De l'autre côté, nous avons les oméga 3. Et vous verrez après que nous avons les mêmes enzymes qui vont de haut en bas. C'est cette compétition qui est problématique. Et donc, l'acide alpha-linonique, en allant vite, va vers l'EPA, eicosapentaénoïque, qui se transforme ensuite en DHA, docosahexaénoïque ou acide cervonique. Et on voit qu'on est dans le monde du poisson gras, ou éventuellement, bien sûr, la filière bleu-blanc-cœur, où on va nourrir des animaux avec de la graine de lin. Et donc, on va enrichir finalement l'animal que nous allons manger en oméga 3. Donc, on n'aura pas la même quantité que dans le maquereau, qui est le poisson le plus gras, finalement, devant le saumon, mais on aura la capacité d'améliorer le rapport 6-3, bien évidemment. Et de l'autre côté, c'est le lait maternel, puisque nous sommes capables, en fonction de notre alimentation, d'avoir une production d'un lait plutôt oméga 3, contrairement aux autres animaux qui n'ont pas besoin de plus d'oméga 3. Alors voilà la décomposition exacte de la famille des oméga 3, avec toutes les enzymes à partir de l'alpha-linolénique. On voit qu'on est à 18,3 à N-3, donc on va passer à 18,4, donc on a une désaturase, qui commence toujours au troisième atome du carbone, partant du méthyle. Ensuite, on va passer à C20, 4, donc on a toujours le même nombre de doubles liaisons. Par contre, on a élongué, donc on a 2 carbones de plus. Ensuite, on a une désaturase, et là, on a l'EPA, ou l'eicosapentaénoïque, pentaénoïque, qui est un 25 N-3, puisqu'on voit qu'on a toujours 20, mais on est passé à 5 doubles liaisons. Ensuite, on a un gaz qui va passer au DPA, qui est très peu connu, le docosapentaénoïque, qui va ensuite se transformer par un gaz en état 22 à 24 en tétracosapentaénoïque, qui va aller vers le 24,6N-3, c'est-à-dire l'acide tétra, et puis le 26,6N-3, le DHA. Donc on voit que pour passer de l'EPA au DHA, il faut rajouter 6 atomes de carbone et une double liaison. Alors le plus simple, ça serait d'avoir une delta 4 désaturase. On voit qu'à partir de la DPA après une élongase, on va avoir une delta 4 désaturase qui nous permet de produire du DHA. Mais ça n'existe pas chez nous, on n'a pas la capacité. Donc que fait la nature? Elle allonge de plus, de 20 ans on passe en 24, elle désature avec toujours la delta 6 désaturase, qui pose problème d'ailleurs. Vous voyez que c'est la même qui a
qui a été utilisé par l'acide linolénique, l'acide alpha-linolénique, hein, là j'ai oublié le alpha, qui va le transformer, donc l'alpha en stéréoadonique, mais qui va aussi transformer le tétracosa en tétracosa pentanoïque en tétracosa hexaénoïque. Donc on a toujours la même désaturase, et d'ailleurs la désaturase va, dans la lignée des oméga-6, être utilisée aussi. Donc on va avoir, hélas, toujours la même utilisation de delta 6, delta désaturase, qui peut poser problème, bien sûr, parce que la quantité n'est pas limitée. À partir de la delta 6, on va avoir une bêta-oxydation pour enlever finalement comment ça s'appelle, un atome de carbone et se retrouver sur finalement, je regarde s'il n'y a pas d'erreur, non, normalement c'est bon, sur un 26,6. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est important que c'est ça que j'en parle à ce moment-là, parce que vous allez le voir plus loin, c'est la fameuse compétition oméga 6, oméga 3, et c'est la compétition du monde végétal avec le monde animal, hein, et que de toute façon, je commence à vous dire dès maintenant, si on veut donner du DHA, il faut donner du DHA. Ce n'est pas en donnant de l'acide alpha-linolénique qu'on va pouvoir renforcer le DHA. Mais nous allons le revoir. Avant ça, nous allons voir les fonctions des acides gras polyinsaturés. Donc, les fonctions des ces fonctions sont multiples. Premier, bien sûr, rôle, c'est le côté énergétique. Il faut savoir que l'objectif des lipides, c'est de renforcer, bien sûr, le cycle de Krebs qui, normalement, va utiliser plutôt des glucides. Mais la deuxième voie assistante, c'est bien sûr la bêta-oxydation. On a les acides gras qui vont être donc bêta-oxydés, acétyl-CoA, et là on rentre dans le cycle de Krebs. Donc lorsqu'on a des lipides, il faut penser que ça va vers la filière énergétique, mais même si ce n'est pas, et je vous le rappelle, la voie principale, puisque la voie principale de l'énergie de la mitochondrie, c'est quand même les glucides, à partir donc et non pas les lipides, qui est une voie annexe. La forme de réserve, ce sera les triglycérides. En plus, ça tombe bien, puisque c'est la forme de l'absorption, c'est la forme triglycéride. Je rappelle qu'un triglycéride, c'est un glycérol et deux acides gras. Un diglycéride, c'est un glycérol et deux acides gras. Et un monoglycéride, c'est un glycérol avec un acide gras. Donc, le tri, c'est trois acides gras. Donc, la qualité des triglycérides va dépendre de la qualité des acides gras. Si vous collez que des acides gras saturés ou polyinsaturés de mauvaise qualité, des trans, vous aurez des très mauvais triglycérides. Si au contraire, vous avez des triglycérides qui sont tirés des oméga 3, vous aurez des bons triglycérides qui pourront facilement être détruits et réutilisés, enfin, métabolisés et être utilisés. L'hormone qui va gérer cette déstructuration des triglycérides, c'est la lipase hormonosensible, qui est très présente dans bien sûr les adipocytes, qui va donc détruire les triglycérides pour sortir le glycérol et les acides gras. Et quand la lipase n'est pas active, on produit des triglycérides. C'est un effet inverse. Il n'y a pas d'hormone ou d'enzyme, pardon, pas d'hormone, mais une enzyme qui va produire des triglycérides. C'est que spontanément, ça se crée, mais c'est la lipase qui la déstructure. Le deuxième rôle est un rôle structurel. C'est la constitution des membranes. Il faut savoir que les membranes est constituée de phospholipides, notamment, donc, et de cholestérol aussi. Donc, le gras est fondamental. Et la qualité de la composition des membranes, la qualité des membranes dépendra de la composition des lipides, bien évidemment. Quand on regarde les deux opposés pour les membranes, c'est l'acide arachidonique et l'acide docosahexaénoïque. Ce sont les deux acides gras fondamentaux présents dans nos membranes. 25% des phospholipides membranaires en acide arachidonique et 70%. Et avec ça, on aura une qualité, une fluidité membranaire. Cette fluidité, elle va être intéressante à plusieurs niveaux. Cellules cérébrales et rétiniennes, on voit qu'on a besoin d'une information, d'une fluidité. Membrane érythrocytaire, aussi. Il faut que le globule rouge puisse se tordre dans les fins capillaires et aller jusqu'au bout. On voit bien que s'il est constitué que d'acide rigide, on va avoir une faible fluidité et donc il y aura une anoxie, bien sûr, périphérique. Donc, pour l'acide arachidonique, il va être intéressant d'en avoir parce qu'on dit il suffit de virer l'acide arachidonique et de faire le DHA. Pas du tout. Pas du tout. L'important, c'est d'avoir un algorithme et cet algorithme sera fondamental. Bon, c'est vrai que le défaut aujourd'hui, c'est qu'on a tellement d'oméga 6 que finalement, on a un algorithme qui est inversé par rapport à ce qu'on veut. L'intérêt de la fluidité, là, c'est un très bon exemple
c'est la transmission. Là, c'est dopaminergique, mais on pourrait faire sérotoninergique, on pourrait faire GABA, on pourrait faire tous les neuromédiateurs fondamentaux. Fonctionnement, c'est quoi? C'est que dans la neurotransmission, on va avoir au niveau de l'axone une libération de vésicules de dopamine, et là, c'est une exocytose qui va aller finalement en intermembranaire avant le récepteur, et on va avoir un récepteur qui va capter. Mais si vous avez une faible fluidité membranaire dans le cerveau, on aura une exocytose qui sera difficile, et si l'exocytose est difficile, on aura une limitation de la transmission dopaminergique, mais ce sera pareil avec la sérotonine, avec l'acétylcholine, et enfin avec le GABA, qui sont les 4 neuromédiateurs majeurs. Ensuite, on a un rôle fonctionnel. Le rôle fonctionnel, le premier, c'est la modulation de l'expression génique. Les SREB et les PIPAR sont 2 éléments de facteurs géniques, de modulation génique, qui vont, lorsqu'ils vont être activés, et tout ça, ça dépendra des oméga-6, des oméga-3 et du rapport oméga-6, oméga-3, on va avoir d'un côté potentiellement une lipogénèse, et pour les PIPAR, pas tous. On a l'alpha, le gamma, le bêta, le delta, et on est moite-moite d'ailleurs. Il y en a qui vont stimuler la lipolyse, il y en a qui vont stimuler la lipogénèse. Donc, il faut savoir que ces acides gras sont fondamentaux parce que par modulation génique, c'est-à-dire stimulation de ces fameux éléments qui agissent de façon génique, on va avoir, ils vont s'accrocher sur l'ADN et exprimer une enzyme particulière. Là, c'est la lipolyse et la lipogénèse. Mais d'autres choses, bien sûr. L'inflammation pour les PIPAR, par exemple. Par contre, de l'autre côté, pour le rôle fonctionnel, on va parler des eicosanoïdes, comme prostaglandine, rhomboxane, leucotriène. Et ça, on va le voir parce que c'est notre fonctionnement majeur. C'est ce qui peut poser problème dans tous les sens du terme. Nous allons le voir. Régulation positive des acides gras. On a les 2 choses qui sont interpénétrées, les PIPAR alpha et PIPAR gamma. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure, ces expressions géniques, ça se colle sur l'ADN et par le noyau rétinoïde, RXR, et qui va entraîner, bien évidemment, une sécrétion d'une enzyme particulière. D'un côté, en haut, on a la lipoxygénase et la cyclooxygénase. Là, ce sont les prostaglandines. Et lorsqu'on va avoir des oméga-6 ou des oméga-3, les fatty acides en anglais, on va avoir une modulation qui est à 2 niveaux. Un, sur la modulation finalement de la lipogénèse et de la lipolyse, et de l'autre côté, on va avoir une modulation au niveau des prostaglandines. Double impact, donc l'homéostasie est fondamentale pour équilibrer toutes les réponses de notre corps et de notre organisme. Donc, eicosanoïdes, qui veut dire 20, on a les prostaglandines, les prostacyclines, les leucotriènes et les thromboxanes. Donc, ECOSA, 20 en grec, comme c'est marqué. Donc, ce sont les médiateurs intercellulaires, on appelle ça des hormones locales. Parce qu'on est presque dans un contexte de définition hormonale. Et les rôles sont physiologiques, physiopathologiques, mais multiples. Inflammation, vasodilatation, vasoconstriction, agrégation plaquettaire, mais aussi l'immunité, bien évidemment. Donc, on va se retrouver dans des phospholipides membranaires riches en acides gras. Là, on va avoir une extraction par la phospholipase A2 qui va extraire finalement, on le voit, des oméga-3. Et là, on a les 2 grandes lignées. À droite, vous avez le PA, donc issu des oméga-3, et à gauche, on a le DGLA, dihomoglobulinolénique, issu des oméga-6, et l'acide arachidonique, issu des oméga-6. On va avoir 2 enzymes fondamentaux, la cyclooxygénase et la lipoxygénase, qui sont activés en général par une production génique, donc un signaling qui va sur l'ADN entraîner une fabrication d'un enzyme cyclooxygène et lipoxygénase. Ce sont les mêmes. C'est pour ça que j'ai mis des couleurs identiques, parce que le DGLA va être pris par les mêmes enzymes que l'acide arachidonique, que le PA. Et on voit que l'action va être différente. Lorsqu'on a un DGLA, on voit les prostanoïdes et les leucotriènes de cette série-là, ce sont des anti-inflammatoires. Par contre, si c'est l'acide arachidonique, ce sont des pro-inflammatoires, et si c'est le PA, c'est anti-inflammatoire. Donc on voit un équilibre inverse, pro-inflammatoire et anti-inflammatoire, malgré la fabrication génique de même enzyme, cyclo et lipo.
Donc, tout dépendra de la quantité, bien sûr, d'acides gras extraits des phospholipides membranaires ou présents dans les phospholipides membranaires pour expliquer la réaction inflammatoire ou anti-inflammatoire. Lorsqu'on a finalement une action agressive, et là, on a pris l'exemple des oméga-6 et de l'acide arachidonique, on est cyclooxygénase, hypooxygénase, plutôt pro-inflammatoire, pro-agrégant, vasoconstricteur et allergisant. Et donc, on sait aussi que les PGE2 vont stimuler la prolifération cellulaire, donc favoriser le cancer, stimuler la différenciation adipocytaire, donc favoriser la prise de gras, freine le processus apoptotique qui est notre capacité à se autodétruire, donc à se protéger. Une cellule cancéreuse, on va l'autodétruire. Si on bloque l'apoptose, on induit, bien sûr, un risque oncologique. Et ça favorise le processus tumoral. Donc, on voit que ces acides arachidoniques n'est pas que bénéfique, il va être pro-inflammatoire. Et c'est bien, on a besoin de se défendre. Il faut savoir que la première chose que l'on doit faire vis-à-vis de l'extérieur, c'est s'enflammer pour empêcher que nous soyons pénétrés par des agresseurs, qui soient bactériens, viraux, physiques et chimiques. Donc l'inflammation est fondamentale. Sans inflammation, nous ne pouvons pas vivre. C'est ça qu'on dit, mais finalement, cet acide arachidonique, il faudrait le bannir. Mais pas du tout, surtout pas. Il ne faut surtout pas le détruire. Seulement, comme toujours, quand on crée une inflammation, il faut savoir sortir de l'inflammation. Ça, c'est l'intérêt. Et ce sera un équilibre. On en parlera après. Et on va aborder cette balance oméga-6, oméga-3. Alors, quand on regarde un petit peu la balance, j'ai fait l'opposé d'hypoxygénase, cyclooxygénase, pour bien comprendre qu'à partir d'éléments présents dans nos membranes, DGLA, acide arachidonique, EPA, on va avoir une action sur, on a vu le DGLA, c'est les PGE, prostaglandine de type 1, en simplifiant. L'acide arachidonique, c'est la prostaglandine de type 2. Le PA, c'est la prostaglandine de type 3. Pour les lipoxygénases, ce sont les leucotriènes, LT3, LT4, LT5, on est décalé, donc chimique. Donc, l'action n'est pas pareille. C'est un petit peu, mais plus détaillé par rapport à tout à l'heure. On voit que, voilà, je vais tout mettre. Hop, voilà. Et on voit que finalement, quand on est du côté des GLA, on a le côté anti-inflammatoire, c'est plutôt lié aux leucotriènes plus qu'aux prostaglandines, même si ça apporte un effet anti-inflammatoire. Mais cette DGLA, la bourrache et l'onagre, on le sait, a des capacités au niveau 1 du cycle menstruel, surtout inflammatoire au niveau du cycle menstruel, et la qualité de la peau, très utilisée, bien sûr, dans les déséquilibres hormonaux, et aussi l'inflammation, bien évidemment. Les oméga-3, on voit que c'est inflammation, vasodilatation, anti-agrégant. Par contre, bien sûr, et que ce soit du cyclooxygène ou de l'hypoxygénase, on voit que les acides arachidoniques vont être plutôt agresseurs, mais il faut le voir comme protecteur aussi. Il ne faut pas l'oublier. Alors, tout à l'heure, je vous en ai parlé, je l'ai présenté, mais là, on va le revoir plus loin. C'est la delta-6 désaturase. Delta-6 désaturale va en delta-6, c'est-à-dire un certain carbone, désaturé. Donc, plus on allonge, bien évidemment, ce carbone se décale et hop, c'est la delta-6. C'est pour ça qu'elle est souvent utilisée. Et c'était le schéma que je vous ai mis tout à l'heure, un peu compliqué, et qu'il faut comprendre que une delta-4, ça suffirait, mais la delta-4, on ne l'a pas. Donc, on va allonger, comment on dit, bêta-oxydé et désaturer, et on arrivera à du DHA. C'est bien compliqué tout ça. D'autant plus que cette delta-6 désaturase, on va le voir sur une image plus loin, sur une dia plus loin, elle va être utilisée aussi par l'acide linoléique. Donc, partout, ça pose problème, parce que la quantité, elle n'est pas énorme, elle est quand même limitée. En plus, on sait que la déficience, elle est présente nouveau-né, prématuré, chez la personne vieillissante. Dans le diabète, on a une limite de delta-6 désaturase. Dans l'atopie, l'allergie, et chez les hyperthyroïdiennes, pas les hypothyroïdiennes, les hyperthyroïdiennes où il y a un emballement, où il y a une surutilisation de la delta-6 désaturase. Et ensuite, on sait qu'on a des facteurs qui bloquent la delta-6, c'est-à-dire des déficits en protéines. Sarcopénie, ça va entraîner un problème de delta-6, mais aussi les déficits en zinc. Il faut savoir qu'avec l'âge, ce déficit en zinc est presque obligatoire. La vitamine C, la vitamine B6, le magnésium, qui est hyper courant, les déficits en magnésium, mais aussi l'excès de glucose,
L'alcool, les acides gras saturés, le stress, cortisol et adrénaline le modifient, les infections virales et la présence d'acides gras trans qui bloquent finalement ce delta-6 désaturase. Donc on voit qu'on a des conditions de limite de la delta-6 désaturase. Voilà ce schéma où on a la présence de finalement des élongases, des désaturases, et on voit que l'acide linoléique a besoin d'une delta-6 pour se transformer en GALA, donc pour aller vers le DGLA. Donc, bien sûr, précurseur de la série 1. Et l'acide arachidonique, lui, est précurseur de la série 2 des leucotriènes, plutôt rouge, inflammatoire. De l'autre côté, l'acide linoléique va aussi utiliser la delta-6, mais là, je ne l'ai pas mis. Pensez que le PADHA va aussi utiliser une delta-6 désaturase. Donc, on voit qu'on a chaque fois, à 3 endroits au moins, une mutation de delta-6 qui est souvent limitée en utilisation. Et donc, en plus, la limite, c'est la disponibilité du précurseur, de la DHA, parce que ça, le DHA, ce qui est acide carbonique, c'est important de concevoir qu'il faut un équilibre. Donc, limite de la biosynthèse du DHA, c'est la présence du précurseur, donc des oméga-3. Donc, si on n'a pas beaucoup d'oméga-3, bien évidemment, on n'aura pas beaucoup de DHA, ça c'est clair, mais c'est surtout la très faible transformation de l'acide alpha-linolénique en EPA, puisqu'on sait qu'à la EPA, on a 10%, et à la DHA, c'est 1%. Ensuite, on a la compétition pour la delta-6 désaturase. Si vous donnez énormément de graines de lin, par exemple riches en acide alpha-linolénique, en disant, mais oui, j'apporte des oméga-3, c'est super. Non, vous empêchez la transformation de l'EPA en DHA. Donc, il est plus judicieux d'apporter l'EPA et du DHA que d'apporter de l'acide alpha-linolénique. Ça, c'est une limite. La rétroconversion DHA-EPA, ben oui, parce que dans l'autre sens, c'est facile. Et souvent, on a un stock de DHA, on a besoin d'EPA qui est, on va le voir après, un anti-inflammatoire majeur. Donc, au niveau fonctionnel, c'est une activité dont on a un besoin majeur. Donc, on a une conversion. Donc, on va baisser la quantité de DHA qu'on va avoir dans la membrane. Compétition avec les oméga-6, on en a parlé, puisque la delta-6 désaturase, spécificité tissulaire, tous les tissus sont différents, et le recyclage du DHA pour d'autres choses. Donc, quand on prend le schéma de tout à l'heure, on voit bien qu'à partir de, finalement, de la partie, je vais mettre de là pour aller à là, comme nous n'avons pas ça et qu'il faut utiliser ces delta-6 et bêta-oxydation, on a besoin de se rappeler, c'est une étude d'ailleurs d'une équipe allemande, à Eichhorn, en 2011, qui a montré que les acides gras saturés et les acides trans perturbent la transformation. L'acide alpha-linolénique, l'acide linoléique, c'est bête à dire, mais même l'acide alpha-linolénique qui va utiliser la delta-6, qui est quand même encore utilisée là, va bloquer le fonctionnement, le vieillissement, le diabète, l'alcool, je l'ai dit, le stress, l'hypercholestérolémie, les carences en zinc, mais aussi, j'ai rajouté les carences en B3, B6 et C. Donc, on voit qu'on est dans des conditions fréquentes de mauvaise transformation de l'EPA en DHA. Et donc, l'objectif de donner de l'ALA en disant on ira vers le DHA est un objectif faux. Et il faut faire attention. Quand on regarde les rapports dans l'alimentation, nous sommes à INCA en 98, montré qu'on était à 20 sur 1. Les dernières études nous situent à peu près entre 15 et 20 en France. Les autres pays, on s'en fout puisqu'on est en France. Donc, on sait que si les oméga-6 sont trop importants, on est pro-inflammatoire. Cette inflammation va agresser le cerveau. Ça peut entraîner, on l'a vu, ça a exprimé le cancer, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, puisque c'est promoteur du gras. Le diabète peut être perturbé, les problèmes métaboliques. Donc, bien sûr qu'on est dans une hyperinflammation. Et cette hyperinflammation, il faut limiter les oméga-6 et augmenter les oméga-3 de fin de chaîne. Si, au niveau conseil alimentaire, oui, il faut réduire les huiles oméga-6 et faciliter les huiles oméga-3, on le verra plus loin, mais ça ne suffira pas. Parce que par définition, on va limiter le haut, mais on ne changera rien en bas. Donc, pour être actif, il faut conseiller les oméga-3 ou au moins de manger du poisson des mers froides. Donc, plus de 25 000 études aujourd'hui ont montré l'intérêt des oméga-3. Le PA, les oméga-3 et le DHA. Donc, plus vers le PA, plus le DHA.
même si, je prends le DHA, on sait que l'acide cervonique, c'est le développement du cerveau, de la vision et la cognition, mais curieusement, des études pour le stress et le côté émotionnel, c'est pour ça que le PA a été mis de l'autre côté, on s'attend plutôt à avoir le DHA, qui est l'acide cervonique, qui est bien présent dans le cerveau, mais non, c'est le côté fonctionnel, inflammatoire, anti-inflammatoire, qui est primordial pour l'émotionnel. Pour le cardiovasculaire, c'est le PA. Pour les douleurs articulaires, c'est le PA. Pour la santé cutanée, c'est le PA. Hein. Mais grosso modo, les oméga 3, on le sait, dans le cancer, dans le diabète, dans l'immunité, dans le neurocognitif et dans l'inflammation, ça va être très intéressant. Quels sont les enjeux? On le voit. On est sur une alimentation occidentale avec trop de viande, d'œufs, de produits laitiers, du bien sûr tournesol qui est une huile non consommable. Hein, c'est une huile tournesol et maïs qu'on ne devrait jamais consommer. Aucun intérêt. Par contre, de l'autre côté, il faut aller plutôt vers le lin, la cameline, le colza, la noix, ou mieux, le poisson gras. Et il est bien certain qu'on va arriver directement sur des fins de chaîne, sur des longues chaînes, et on sera actif immédiatement. D'un côté, c'est vasoconstriction et inflammation, de l'autre côté, c'est vasodilatation et diminution de l'inflammation. Donc, bien évidemment, que l'on va avoir un équilibre important. Voilà une conclusion que j'ai remis à jour il n'y a pas longtemps, parce que j'ai rajouté, quelqu'un m'avait demandé, je ne sais plus quelle huile, je l'ai rajoutée, même si elle n'est pas dans les plus passionnantes. Hein, donc, comment ça fonctionne? Vous voyez, j'ai mis une petite diagramme en bas, mon nom est saturé. Donc, oméga 9, le vert, c'est les oméga 3, les 6, c'est les oméga, le bleu, c'est les oméga 6, et les rouges, c'est les saturés. Donc, on voit des huiles très riches. On voit d'abord qu'il n'y a aucune huile spécifique du mono 3, 6 ou saturé. On a obligatoirement, si peut-être la noix de coco, on voit qu'il n'y a que du saturé dans la noix de coco, mais si on regarde bien, on va avoir des équilibres. Hein. C'est pour ça que j'ai mis l'huile d'olive au colza, parce que c'est une huile qui est très connue, ou souvent dit assaisonnement moitié olive, moitié colza. Mais voilà, elle va contenir des oméga 9, elle va contenir des oméga 3, mais ce n'est pas énorme. Hein. On voit que presque en composition, le colza seul va contenir un peu moins d'acide oléique, mais finalement, il va contenir un petit peu plus d'oméga 3. Hein. Donc, après, question de colza, quand la plupart des colza qu'on achète, il est bien impacté par la biodiversité, c'est-à-dire OGM. Bon, voilà. L'olive est quand même mieux, surtout dans nos régions. Mais on voit la noix est assez bien, il y a quand même de l'acide oléique, il y a pas mal d'oméga 3, mais il y a des oméga 6. Et on voit que toutes ont des oméga 6. C'est que la noisette, ben voilà, on a pas mal d'oméga 9, on a peu d'oméga 3, mais les oméga 6, c'est les saturés. L'huile d'avocat, par exemple, contient beaucoup d'oméga saturés et beaucoup d'acide oléique, hein, bien évidemment. Donc voilà, c'était pour. Ça permet cette image-là de bien voir que finalement, les rapports sont. Il n'y en a pas de vrai rapport bon. S'il y en a un qui est très très bon, rapport, il y a un rapport oméga 3, oméga 6 parfait. Et bien personne n'attend, c'est le beurre. Ah, il n'y en a pas beaucoup, 2 et 2. Mais quand on regarde, on a autant de 3 que de 6, donc dans un équilibre 6-3, on va plutôt favoriser l'équilibre oméga 3 par rapport aux oméga 6. C'est curieux. Mais quand on regarde l'huile de cameline, par exemple, oui, il y a plus de 3 que de 6, ça c'est pas mal, hein, mais on a des saturés aussi. Donc il y a personne, rien n'est parfait dans ce bas monde. Et dans l'huile de coco, ce qui est la plus terrible, c'est que l'huile saturée, c'est très riche en triglycérides à chaîne moyenne, faux, parce que finalement, dans la nouvelle classification, c'est riche en myristique et en laurique, et on sait aujourd'hui que ceux qui sont bénéfiques pour la santé, c'est le caprique, caproix, ce qu'on appelle les huiles capra, qui sont les mieux équilibrées pour tout ce qui est régime cétogène, neurodégénératif et tout ça. Donc, l'huile de coco, on peut l'utiliser si on veut se faire plaisir, mais ça, il ne faut pas utiliser l'huile de coco, elle est beaucoup trop riche en saturé. Alors, le fameux rapport oméga 6, oméga 3, qui pose des soucis, a priori, à beaucoup d'élèves, puisque j'ai des questions en permanence. Où en sommes nous aujourd'hui? Nous sommes à entre 15 et 20, occidentaux et 15 et 50, je ne parle pas des États-Unis, entre 15 et 20 en France. Les Esquimaux sont à l'envers, 1,3, 3 fois plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Les Japonais ont 3,1, l'homme de Cro-Magnon, 5,1. Aujourd'hui, on dit que le meilleur rapport, c'est
5 fois plus d'oméga 3 d'oméga 6 que d'oméga 3. Ça choque beaucoup de personnes. Les oméga 6 sont si inflammatoires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de se défendre contre l'inflammation. Mais par contre, on n'a pas besoin de 15 fois d'oméga 6. 5, ça suffit. Parce que si on passe de l'autre côté, comme les Esquimaux, il n'y a aucun problème. Ils n'ont pas de cancer, pas beaucoup de cancer. Enfin, quand il n'y avait pas McDo. Hein. Maintenant qu'il y a des McDo chez les Inuits, ce n'est pas pareil. Hein. Les rapports sont changés. Mais à l'époque, ils mouraient de jeunes d'hémorragie cérébrale. Mais oui, parce que c'était trop vasodilatateur. Donc, il faut faire attention. Le juste milieu est important. Hein. Mais ce juste milieu, on doit l'avoir en équilibrant l'alimentation et en conseillant donc une alimentation classique conventionnelle avec des aliments que l'on va supprimer en privilégiant les poissons, notamment les petits poissons qui sont peu riches en mercure, parce que les Japonais ont 3 sur 1, mais il ne faut pas oublier qu'ils mangent des poissons très riches en mercure. Donc eux, ils ont d'autres problèmes. Et il va y avoir d'autres anomalies avec le mercure. Donc il faut un juste milieu, mais très souvent, et toutes les études ont démontré que finalement, on se retrouve avec un déséquilibre oméga 3, oméga 6, trop important. Hein, oméga 6, oméga 3, parce que c'est toujours rapport 6 sur 3, trop important. Mais il faut plus de 6 que de 3. Hein. Donc, ça, c'est très important. C'est lié à quoi? Les animaux d'élevage sont enrichis en oméga 6, donc on a beaucoup trop d'oméga 6. Et les manufacturés, ce sont les oméga 6. Et puis, on sort aussi du fameux régime, finalement, des 7 pays de Case, qui a montré que manger trop saturé, que les polyinsaturés étaient bons pour la santé, donc ils avaient mis l'amalgame. C'est pour ça que l'huile de tournesol aujourd'hui est conseillée en friture, c'est une ineptie, puisque c'est une huile hautement fragile, étant donné qu'elle est polyinsaturée, donc elle va se détruire pareil que les autres. La colza, c'est surtout que c'est pas bon quand on fait chauffer la colza, hein, mais elle est aussi mauvaise que le tournesol, hein, et qu'aujourd'hui, en huile de cuisson, il faut conseiller l'arachide qui va résister à la température, même si l'arachide, acide arachidonique, on dit oui, mais c'est pas bon, hein. Cette arachide, oui, d'accord, mais elle va résister plus que les autres. Et l'olive, sans la faire fumer, va résister plus que les autres. Mais rappelez-vous, l'olive ne contient pas que l'acide oléique, elle contient aussi des polyinsaturés. Donc, on voit que ces apports oméga 6, oméga 3 aujourd'hui sont beaucoup trop importants, qu'au niveau alimentaire, il faut déconseiller tout ce qui est huile contenant des oméga 6 pour faciliter les huiles contenant des oméga 3. Ça me paraît, premièrement, la première chose à faire. Mais deuxièmement, une petite enquête alimentaire permet de voir que, comme d'habitude, les gens mangent le poisson le vendredi. Heureusement qu'on a le vendredi, sinon on aurait des problèmes. C'est tout. Ça ne suffit pas. Il faut augmenter la quantité de petits poissons, hein, en se rappelant que le poisson le plus gras, c'est le maquereau, qui est un poisson qui n'existe pas en élevage. C'est pas intéressant. Ce n'est pas un poisson pas cher. Seulement, quand on dit à un consultant et un patient pour moi de manger du maquereau, il faut un peu la tête parce que c'est fort le maquereau et que ça ne plaît pas. Il n'y a pas d'inquiétude, il existe des gélules de qualité contenant des oméga 3, il faut se le rappeler. Donc, rapport 6 sur 3, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, rapport 6 sur 3 qui est à la 5 sur 1, ça choque beaucoup d'élèves, mais c'est normal, il n'y a aucune erreur parce que si on l'inverse, c'est des risques hémorragiques, on meurt beaucoup plus jeune, peu de problèmes d'hémorragie, mais on vivra moins longtemps que celui qui va mourir d'un cancer au cardiovasculaire. C'est un gavé d'oméga 6. Donc, il faut un juste équilibre. L'inflammation est fondamentale pour se défendre, il faut se le rappeler, et qu'aujourd'hui, nous sommes à 15 sur 1. Malgré tous les discours du PNNS et tout ça, nous restons toujours collés à 15 sur 1 sur finalement des bilans. Et en parlant de bilan, on peut demander à un consultant de faire un bilan d'acide gras. On a des laboratoires qui proposent des bilans micronutritionnels. Moi, je le fais rarement parce qu'en faisant une petite enquête alimentaire, on voit, c'était le cas d'ailleurs ce matin en consultation, une patiente, quand je voyais qu'elle n'avait mangé qu'une fois de truite fumée dans la semaine, je peux vous dire que les oméga 3, il n'y en a pas beaucoup. Hein, donc, ce n'est pas la peine de lui proposer un bilan à 80 € pour lui démontrer par A plus B que les acides gras oméga 3, il lui manque chez elle. Ça peut être tout à fait intéressant, de façon empirique, de lui en donner et de lui proposer au moins de commencer par manger des sardines, parce que ça passe souvent. Voilà, écoutez, j'ai fini cette présentation sur les acides gras, sur la balance oméga 6, oméga 3, et je suis à vos questions.